Vous êtes en réunion, lors d'un dîner de famille, dans un groupe d'amis, et puis quelqu'un mentionne un jeu. Tout le monde s'illumine. Les voix s'élèvent. Les gestes deviennent plus larges. Les yeux brillent d'une manière que l'on voit rarement dans d'autres conversations. Et toi, tu restes là, toujours, observé, comme quelqu'un qui regarde une pièce de théâtre dans une langue qui ne parle pas. Pas en colère, pas jaloux, avec une sorte de distance silencieuse. Et si quelqu'un le remarque et demande « Mais tu n'aimes pas le football ?» vous ferez ce sourire habituel, cette réponse habituelle et changerez de sujet le plus rapidement possible. Parce que vous avez déjà appris que ce n'est pas une réponse simple à donner. Parce qu'au Brésil, et vous le savez, dire que vous ne vous souciez pas du football n'est pas qu'une préférence. C'est presque une déclaration d'identité. Parfois même une provocation involontaire. Mais ce que personne ne vous a dit, ce que la psychologie révèle d'une manière qui vous mettra mal à l'aise pendant quelques minutes, c'est que cette indifférence que vous ressentez n'est pas aléatoire. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas une affectation intellectuelle. Ce n'est pas de l'arrogance déguisée. Il y a un modèle derrière cela. Un modèle profondément lié à la façon dont votre esprit a été construit, à la façon dont vous traitez le monde, la façon dont vous vous connectez ou non avec ce que la plupart autour de vous considèrent comme sacré. Et aujourd'hui, ici, je vais vous montrer ce modèle. Mais j'ai besoin que tu restes jusqu'à la fin. Parce que la partie la plus importante, celle qui mettra tout en place, n'apparaîtra qu'au premier plan. Restez avec moi. Avant toute chose, laissez-moi vous poser une question. Ce n'est pas une question rhétorique. C'est celui que je veux que vous ressentiez vraiment lorsqu'il est suspendu dans les airs. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti véritablement exclu parce que vous ne partagiez pas l'enthousiasme que ressentait tout le monde autour de vous? Pas exclu avec violence, pas cruellement rejeté, mais cette sensation douce, presque imperceptible, d'être devant une fenêtre lumineuse, regardant à l'intérieur, incapable et peut-être peu disposé d'entrer. Ce sentiment a un nom en psychologie, et nous y reviendrons. Mais d'abord, je dois établir quelque chose d'important. Je ne suis pas ici pour dire que vous êtes plus intelligent parce que vous n'aimez pas le football. Ce serait aussi superficiel que de dire que ceux qui aiment ça sont moins intelligents. Ils sont tous les deux stupides de la même manière. Je ne suis pas non plus ici pour valider un ego qui utilise l'indifférence à l'égard du football comme carte de visite culturelle. Ah, je ne regarde pas le football, je préfère lire Dostoïevski. Ce n'est pas non plus ce sur quoi nous enquêtons. Ce que nous étudions est plus subtil, plus honnête. Et pour certaines personnes qui regardent cela maintenant, cela va être plus inconfortable qu'il n'y paraît. Parce qu'il y a une énorme différence entre ne pas aimer le football en raison d'un véritable tempérament et ne pas aimer le football en tant que mécanisme de défense que vous avez construit sans vous en rendre compte. Et découvrez dans lequel des deux vous vous situez. C'est exactement ce que cette vidéo vous aidera à faire. Alors commençons par le début, de l'endroit où tout vient. Dès l'enfance, il y a une étape dans la vie de chaque enfant, généralement entre 6 et 11 ans, où l'appartenance sociale commence à avoir une importance viscérale. Ce n'est pas philosophique, c'est biologique. Le cerveau de cet enfant se reconfigure littéralement pour donner la priorité à l'acceptation du groupe. Car pour un être humain primitif, être rejeté par le groupe signifiait la mort. Et ce qui se passe à ce stade laisse des traces que de nombreuses personnes portent toute leur vie sans jamais relier les points. Réfléchissez avec moi. Comment c'était pour vous? À l'école, dans le quartier, durant mon enfance, le football était une monnaie sociale. C'était la langue du terrain de jeu. C'est ce qui séparait ceux qui appartenaient à ceux qui étaient exclus. Pour certaines personnes, ce langage est venu naturellement. Ils sont entrés dans le jeu et n'en sont jamais sortis. Pour d'autres, et peut-être êtes-vous l'un d'entre eux, ce langage n'a jamais eu de sens. Et ne pas avoir de sens, à cet âge, n'est pas indifférent. C'est douloureux, parce qu'un enfant qui ne joue pas au football, qui ne comprend pas les règles, qui ne peut pas feindre un enthousiasme qu'il ne ressent pas, cet enfant apprend très tôt quelque chose de très précis. Être authentique a un coût. Maintenant, faites attention ici, car c'est là que commence réellement la partie psychologique. Il y a deux chemins que cet enfant peut emprunter. La première, elle apprend à faire semblant. Imiter l'enthousiasme. Soutenir une équipe sans rien ressentir, juste pour ne pas être exclu.
Elle apprend que la performance sociale vaut plus que l'authenticité interne. La seconde, elle se retire. Elle retrouve d'autres espaces, d'autres personnes, d'autres monnaies sociales. Elle apprend qu'il est possible d'exister en dehors du groupe majoritaire, mais cela se fait au prix d'une sorte de solitude que personne ne nomme habituellement à haute voix. Et voici la boucle que j'ai besoin que vous mémorisiez pour l'instant. Lequel de ces deux chemins avez-vous emprunté? Et qu'est-ce que cela dit sur qui vous êtes devenu? Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant. La réponse apparaîtra plus tard dans la vidéo. Mais garde sa question, parce que c'est plus important qu'il n'y paraît. Le psychologue John Bowlby, lorsqu'il décrivait la théorie de l'attachement dans les années 1950, parlait des bébés et des mères. Mais ce qu'il a découvert s'applique de manière surprenante à ce schéma que nous observons actuellement. Bowlby a montré que les êtres humains développent des styles de connexion, des manières de se rapporter au monde et aux autres, dès leurs premières expériences d'appartenance ou d'exclusion. Et ces styles de connexion ne se limitent pas aux relations émotionnelles. Ils se mêlent de tout, dans la façon dont vous choisissez vos groupes, dans votre façon de réagir lorsque vous ne partagez pas l'enthousiasme collectif, dans la façon dont vous interprétez votre propre différence. Il y a des gens qui regardent cette vidéo maintenant et reconnaîtront quelque chose dans la phrase suivante. Les gens qui ne s'intéressent pas au football, surtout dans les cultures où le football est presque une religion, ont tendance à avoir quelque chose en commun. Ce n'est pas une question d'intelligence, je le répéterai jusqu'à la fin parce que c'est important. Ce n'est pas une question de classe sociale. Ce n'est pas une question de genre, même s'il existe des modèles de genre intéressants que nous explorons dans un instant. Ce qu'ils ont en commun, c'est une certaine tendance à traiter le monde de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Qu'est-ce que cela signifie? Passons à autre chose. Il existe une distinction classique en psychologie popularisée par Carl Jung mais étudiée et affinée pendant des décennies après lui, entre l'introversion et l'extraversion. Mais pas d'introversion de bon sens. Pas tout à fait, l'introverti est timide et n'aime pas les gens. La véritable introversion psychologique profonde consiste à retrouver de l'énergie. Il s'agit de savoir où vous traitez ce qui est le plus important pour vous. Les extravertis réagissent mieux au mouvement, au contact, aux stimuli externes. L'événement collectif, le stade, les cris, la foule applaudissant en harmonie, n'est pas seulement tolérable pour eux. C'est énergisant. C'est l'environnement dans lequel ils se sentent le plus vivants. Les introvertis traitent mieux en silence, en profondeur, dans l'espace intérieur. Et le football, en particulier le football en tant qu'expérience collective, est peut-être l'événement humain le plus extraverti qui soit. C'est bruyant, c'est collectif, c'est émotionnel de manière spontanée et synchronisée. C'est un rituel d'appartenance qui fonctionne précisément parce que tout le monde ressent la même chose en même temps. Pour un introverti, ce niveau de stimulation collective n'est pas dynamisant. C'est épuisant. C'est presque physiquement inconfortable. Et donc, et c'est là un point que peu de gens expriment clairement, ne pas aimer le football peut, dans de nombreux cas, être une réponse neurologique avant d'être une réponse culturelle ou intellectuelle. Votre système nerveux est construit de telle manière qu'il ne trouve pas de plaisir dans ce type spécifique de stimulus. Ce n'est pas un choix, c'est de l'architecture. Mais attendez, parce que c'est ici que ça devient intéressant. L'introversion n'explique pas tout. Et je serais malhonnête si je restais ici. Parce qu'il y a des introvertis qui aiment le football. Et il y a des extravertis qui ne se soucient pas du sport. L'introversion est donc un facteur puissant, mais ce n'est pas tout. Qu'y a-t-il d'autre derrière ce modèle? Il existe un concept en psychologie cognitive appelé besoin de cognition. Il s'agit de la tendance d'une personne à rechercher, à s'engager et à apprécier des activités qui nécessitent un effort cognitif. Les personnes ayant un besoin cognitif élevé ne se contentent pas de tolérer la complexité, elles la recherchent. Ils se sentent vivants lorsqu'ils analysent, remettent en question et remettent en question des hypothèses. Et maintenant, réfléchissez, quelle est la nature cognitive d'être un fan de football? Avant que quiconque ne s'offusque, et je comprends que la question semble provocatrice, je serai précis. Suivre le football en profondeur est complexe sur le plan cognitif. Statistiques, tactiques, histoire du club, marché des transferts, psychologie des joueurs.
Un fan passionné et bien informé exploite un système de connaissances élaboré. Mais le rituel du football, l'acte d'encourager, d'applaudir, d'appartenir au groupe, ne nécessite pas de cognition. Cela exige une appartenance émotionnelle. Et pour quelqu'un ayant un besoin cognitif élevé, l'appartenance émotionnelle sans substance intellectuelle perçue peut sembler vide. Non pas parce que l'émotion est moins valable, mais parce que le cerveau de cette personne cherche littéralement quelque chose à mâcher et que l'expérience collective des encouragements n'offre pas cette texture spécifique. Ce n'est pas une supériorité, c'est un besoin neurologique. Et voici la boucle que je veux que vous sauvegardiez maintenant. Si vous traitez le monde de l'intérieur et si vous avez un besoin cognitif élevé, qu'est-ce que cela dit sur vos liens sociaux? Sur la façon dont vous choisissez votre place? Cette question deviendra bien plus importante dans quelques minutes. Avant de continuer, je dois m'arrêter ici une seconde. Parce que si vous regardez cette vidéo et que vous vous reconnaissez dans cette description, je veux vous demander quelque chose. Allez dans les commentaires maintenant. Il ne s'agit pas d'une demande générique. C'est une véritable invitation. Écrivez. Que ressent pour vous ce sentiment de ne pas partager? Vous voyez cet enthousiasme que ressent tout le monde autour de vous? Est-ce une véritable indifférence? Est-ce un inconfort silencieux? Est-ce que c'est fatigué de devoir expliquer? J'ai lu. Je réponds. Et plus encore, lorsque vous mettez des mots sur ce sentiment, quelque chose change en interne. La psychologie appelle cela l'étiquetage. Nommer l'émotion réduit son intensité et augmente sa compréhension. Commenter ne consiste pas seulement à interagir avec la chaîne. C'est un petit acte de connaissance de soi. Et nous sommes là pour ça. Parlons de quelque chose dont personne ne parle habituellement ouvertement. Le poids. Pas le poids d'être différent dans l'abstrait. Le poids spécifique et quotidien de l'existence dans une culture où une chose a tellement de signification collective et où vous ne pouvez tout simplement pas ressentir ce que ressent tout le monde autour de vous. Au Brésil, le football n'est pas un sport. Vous le savez. Je sais que le football est un langage. C'est un rituel. C'est de la mémoire partagée. C'est le moment où le pays tout entier, avec toutes ses divisions, tensions, inégalités, trouve quelque chose en commun. C'est la Coupe du Monde 1970 qui unit des générations qui ne se sont jamais rencontrées. C'est le cri collectif de 2014 qui est devenu une référence culturelle permanente. C'est le nom de Pelé, compris dans toutes les langues. Pour ceux qui sentent le football, cette dimension est sacrée. Littéralement sacrée, au sens anthropologique, c'est un rituel de communion collective qui transcende le sport. Et toi, reste en dehors de cette chose sacrée. Le psychologue Émile Durkheim, qui a étudié les rituels et la cohésion sociale il y a plus d'un siècle, a décrit ce qu'il a appelé l'effervescence collective. L'état altéré de conscience qui se produit lorsqu'un grand groupe partage en même temps une émotion intense. Des stades pleins. Les fans chantent à l'unisson. Câlin entre inconnus après un but. Cet état n'est pas métaphorique. C'est neurologique. Le cerveau humain, au contact de l'effervescence collective, libère de l'ocytocine, l'hormone de liaison en quantités importantes. Le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi est littéralement une alchimie. Ainsi, les personnes qui en font régulièrement l'expérience à travers le football reçoivent sans le savoir des doses régulières de l'un des systèmes de récompense les plus puissants du cerveau humain. Les gens qui ne vivent pas ça ne sont pas privés de connexion, mais ils sont privés de ce canal de connexion spécifique. Et qu'est-ce que cela donne au fil du temps? Cela produit une sorte de solitude invisible. Pas la solitude de ceux qui n'ont pas d'amis, pas la solitude de l'isolement social. C'est la solitude d'être présent dans le même espace physique que d'autres personnes, partageant le même air, le même moment, et de ne pas être sur la même fréquence émotionnelle. C'est la solitude de voir le monde célébrer quelque chose qu'on ne peut tout simplement pas célébrer ensemble. Avez-vous déjà ressenti cela? Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse spécifiquement du football. Cela aurait pu être à tout moment où tout le monde autour de vous bourdonnait avec quelque chose qui vous laissait froid. Si vous avez ressenti cela, sachez, cela a un nom. En psychologie existentielle, cela se rapproche de ce que nous appelons l'aliénation phénoménologique, l'expérience d'être présent mais séparé, d'observer la réalité partagée des autres derrière une vitre. Et ce sentiment, lorsqu'il devient récurrent,
peut produire des comportements très spécifiques qui méritent d'être examinés. De quel modèle s'agit-il? Allons vers eux. Mais d'abord, je veux te préparer à quelque chose. Le bloc suivant sera le plus inconfortable de la vidéo. Pas de manière agressive, d'une manière honnête. Parce que je vais montrer quelque chose que font certaines personnes qui n'aiment pas le football, ni consciemment, ni par malveillance, mais qui révèle quelque chose sur la façon dont ils gèrent ce sentiment de non-appartenance. Et reconnaître ce schéma en soi peut être libérateur. Mais d'abord, ça va être un peu inconfortable. Restez avec moi. Il existe un mécanisme psychologique appelé formation réactive. C'est l'un des mécanismes de défense initialement décrits par Freud, mais qui a été affiné et documenté par des décennies de psychologie clinique. Cela fonctionne comme ceci: lorsqu'une personne ressent quelque chose de douloureux ou d'inacceptable, une exclusion, un rejet, un désir non partagé, elle renverse ce sentiment. Transformez la douleur de ne pas avoir en la fierté de ne pas vouloir. Réfléchissez avec moi. Un enfant qui n'a jamais été choisi pour l'équipe de football à la récréation, qui est resté dehors pendant que d'autres jouaient, qui a appris très tôt que cet espace n'était pas pour elle. Cet enfant a deux options émotionnelles. Vous pouvez ressentir la douleur de ne pas appartenir. Il peut véhiculer cette tristesse silencieuse de voir les autres jouer sans lui. Ou vous pouvez l'inverser. Vous pouvez créer un récit là où elle ne le souhaite pas, où le football est une chose superficielle pour des gens qui n'ont rien à penser, où ne pas aimer le football devient un marqueur identitaire de sophistication, de profondeur, de différence positive. Maintenant, avant de vous lever et de m'insulter dans les commentaires, et ce n'est pas grave, vous voudrez peut-être le faire, je dois faire une distinction cruciale. Ce n'est pas vrai pour tous ceux qui n'aiment pas le football. Il y a des gens, ceux qui véritablement, neurologiquement, constitutionnellement, n'ont jamais trouvé de plaisir à ce type de stimulus. Il n'y a aucune douleur derrière ça. Il n'y a aucune exclusion. C'est simplement un manque d'intérêt, de la même manière que certaines personnes n'aiment pas la musique classique, ni l'art abstrait, ni les échecs. Cela existe. C'est réel. C'est valable. Mais il existe également un autre modèle. Et la question honnête est, quel est le tien? Comment connaître la différence? Voici un indicateur. Remarquez comment vous réagissez lorsque quelqu'un autour de vous est enthousiasmé par le football. Si vous pouvez rester véritablement indifférent, ni célébrer ni critiquer, simplement observer avec la même neutralité que vous observeriez quelqu'un enthousiasmé par un passe-temps qui n'est tout simplement pas le vôtre, votre indifférence est probablement constitutionnelle. Mais si vous ressentez le besoin de marquer un territoire, pour faire un commentaire qui signale votre supériorité, pour s'assurer que votre manque d'intérêt soit visible et interprété de la bonne manière. Si l'indifférence a une performance associée, alors peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Et ce quelque chose de plus profond n'est pas une honte. Ce n'est pas une faiblesse. C'est simplement une vieille blessure qui s'est transformée en identité sans que vous vous en rendiez compte. Le psychologue Alfred Adler, contemporain de Freud mais différent de lui sur des points fondamentaux, a développé le concept de surcompensation. Adler a noté que bon nombre de nos plus grandes forces et réalisations naissent de points douloureux. L'enfant qui se sentait exclu pouvait devenir l'adulte développant des capacités intellectuelles extraordinaires précisément parce que c'était le seul domaine dans lequel il pouvait concourir et gagner. Ce n'est pas une pathologie, c'est une adaptation humaine. Et cela produit souvent de beaux résultats. Mais la conscience de ce mécanisme, savoir d'où viennent certaines forces, libère. Parce que lorsque vous savez d'où vient votre identité, vous pouvez la choisir de manière plus authentique. Au lieu d'être défini par la douleur, vous pouvez être défini par le choix. Et voici la question que je veux que vous gardiez pour la fin de la vidéo. Avez-vous choisi de ne pas aimer le football ou le football ne vous a-t-il pas aimé en premier? La différence entre ces deux choses est énorme. Et passons à la réponse complète. Mais il manque encore quelques pièces du puzzle. Pause rapide ici. Si cette vidéo vous arrive d'une manière inattendue, si vous ressentez un mélange de reconnaissance et d'inconfort difficile à nommer, je veux que vous sachiez que c'est exactement à cela que ressemble le processus de découverte de soi. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est toujours précieux. Et si vous êtes ici, c'est parce que quelque chose en vous cherchait justement cela.
Si cette chaîne ne figure pas déjà sur votre liste d'abonnements, envisagez de le faire maintenant. Pas par obligation, mais parce que ce que nous construisons ici est une bibliothèque de connaissances de soi qui va grandir. Et chaque vidéo sera une autre couche de cette conversation. Les likes aident également non seulement l'algorithme, mais ils signalent aux autres que ce type de contenu a de la valeur. Et c'est le cas. Continuez. Passons de la psychologie clinique à la psychologie des traits de personnalité. Parce qu'il existe des recherches fascinantes. Et quand je dis fascinantes, je veux dire le genre de recherches que vous lisez et auxquelles vous réfléchissez pendant des jours, sur la corrélation entre des traits de personnalité spécifiques et les relations des gens avec les sports d'équipe. Dans le modèle de personnalité des Big Five, qui est aujourd'hui l'un des systèmes les plus scientifiquement validés pour comprendre les différences individuelles, il existe un trait appelé ouverture à l'expérience. Les personnes très ouvertes à l'expérience ont tendance à être curieuses, imaginatives, ouvertes aux idées nouvelles, intéressées par l'abstraction et la complexité. Ils recherchent la nouveauté intellectuelle, ils sont attirés par l'art, la philosophie, la science, les expériences qui élargissent les perspectives. Et voici ce qui est intéressant. Les recherches montrent systématiquement que les personnes très ouvertes à l'expérience sont moins susceptibles de s'engager profondément dans les sports d'équipe en tant que spectateurs passifs. Pas parce qu'ils sont supérieurs, mais parce que cette spécificité conduit à un type de recherche de stimulation que les sports collectifs, notamment du côté des supporters, ne satisfont pas aussi directement. Les personnes très ouvertes à l'expérience ont tendance à préférer les activités dans lesquelles elles peuvent être des agents actifs du processus plutôt que des spectateurs passifs, où ils peuvent analyser, créer, questionner, explorer. S'asseoir et soutenir 11 hommes pour mettre une balle dans un filet sans aucune intervention dans le processus n'offre pas le type de stimulation recherchée par ce profil de personnalité. Et ce n'est pas un jugement, c'est une différence neurologique. Il existe maintenant un autre trait tout aussi pertinent, le névrosisme. Avant que quiconque ne soit effrayé par ce nom, névrosisme ne signifie pas être névrotique au sens péjoratif. Il s'agit simplement de la tendance à ressentir des émotions négatives plus intensément et plus fréquemment. Anxiété, mélancolie, hypersensibilité. Les personnes atteintes d'un névrosisme élevé ont tendance à éviter situations de forte stimulation émotionnelle imprévisible, précisément parce que leur système nerveux fonctionne déjà avec une sensibilité élevée. Un match de football à l'issue incertaine, où les émotions peuvent passer de l'extase au désespoir en quelques secondes, est précisément le type d'expérience que les personnes atteintes d'un névrosisme élevé ont tendance à éviter instinctivement. Ce n'est pas cool. C'est l'autorégulation. Leur système nerveux a déjà suffisamment de travail pour gérer l'intensité émotionnelle de la vie quotidienne. Ajouter volontairement plus d'intensité émotionnelle, en particulier à quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle, n'a pas de sens pour ce profil. Et voici quelque chose que peu de gens expriment. Pour les personnes ayant ce profil, l'impuissance émotionnelle du fan applaudir, vouloir, désirer avec une force maximale et n'avoir absolument aucun contrôle sur le résultat est psychologiquement insupportable. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas se soucier des choses. Ils s'en soucient profondément, peut-être même trop profondément. C'est juste qu'investir émotionnellement dans quelque chose pour lequel ils n'ont aucune influence les laisse dans une position de vulnérabilité que le système interne refuse tout simplement. Vous vous reconnaissez là-dedans? Ou connaissez-vous quelqu'un comme celui-ci qui se soucie intensément des choses qu'il peut contrôler, mais qui refuse systématiquement de s'impliquer dans des choses sur lesquelles il n'a pas son mot à dire? Si c'est le cas, allez dans les commentaires. Parce que ce modèle, ce mécanisme de contrôle émotionnel comme protection apparaît dans de nombreux endroits autres que le football. Et le comprendre peut changer beaucoup de choses. Il y a un dernier trait que je dois mentionner avant d'entrer dans la partie la plus profonde de la vidéo. La conscience, ou en anglais, la conscience, est la tendance à s'organiser, à planifier, à s'autodiscipliner et à se concentrer sur des objectifs à long terme. La recherche montre que les personnes très consciencieuses ont tendance à être plus sélectives quant aux domaines dans lesquels elles investissent leur attention et leur temps. Leur économie interne est beaucoup plus rigide, et toute activité qui semble ne pas contribuer à leurs objectifs centraux est presque perçue comme une perturbation. Pour ces personnes, le football n'est pas simplement sans importance. C'est une interruption.
Ce sont des heures d'attention qui pourraient être investies dans quelque chose qui avance vers vos objectifs. Et voici le paradoxe intéressant. Cette personne pourrait bien respecter le football. Vous pourriez même trouver cela beau à regarder. Mais l'idée de construire une identité autour de l'enracinement d'une équipe qui gagnera ou perdra quoi qu'elle fasse, cela entre en conflit avec une structure interne beaucoup plus profonde. La structure de quelqu'un qui n'investit que là où il peut contribuer. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé de l'individu. Sur le système nerveux, les traits de personnalité, les mécanismes de défense, l'enfance. Mais il y a une dimension que nous n'avons pas encore abordée, et c'est peut-être la plus difficile à aborder. Parce qu'il ne s'agit pas de ce qu'il y a en vous. Il s'agit de ce qui se passe entre vous et les autres. Laissez-moi vous parler d'une étude. Des chercheurs de l'université du Surrey, en Angleterre, ont étudié comment le fait de ne pas partager les préférences culturelles dominantes affecte la qualité des relations sociales. Ce qu'ils ont découvert était troublant par sa subtilité. Les personnes qui ne partagent pas la préférence culturelle dominante d'un groupe, qu'il s'agisse du football, de la musique populaire ou de tout ce qui sert de lien social, ont tendance à compenser de manière spécifique. Certains compensent en étant plus drôles. Ils développent l'humour comme monnaie sociale. D'autres compensent en étant plus utiles. Devenir indispensable par d'autres moyens. D'autres compensent en étant plus stimulants intellectuellement. Devenir des personnes qui apportent des perspectives intéressantes à la conversation. Et voici l'idée que je veux que vous apportiez. Cette compensation, en soi, n'est pas pathologique. Parfois, cela produit des gens extraordinairement riches, parce qu'ils ont développé de multiples formes de connexion précisément parce qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à la plus simple. Mais cela peut aussi produire une fatigue subtile, une lassitude de devoir toujours justifier son existence sociale. Il faut toujours offrir quelque chose en plus pour être accepté à une table, où d'autres se joignent simplement parce qu'ils aiment la même équipe. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue? Pas de fatigue du travail ou de la vie quotidienne. Cette fatigue spécifique d'être différent dans des espaces où la différence n'est pas la bienvenue, et de devoir travailler activement pour convertir cette différence en quelque chose d'acceptable pour les autres. Si c'est le cas, j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Cette fatigue est réelle. C'est valable. Et il n'est pas une faiblesse. C'est le prix à payer pour avoir une véritable identité dans un monde qui récompense souvent le conformisme. Mais voici la partie que la plupart des gens ne voient pas. Cette même fatigue, lorsqu'elle n'est pas traitée, peut se transformer en ressentiment. Ce n'est pas du ressentiment à l'égard du football. Le football n'est responsable de rien. Mais le ressentiment des gens qui aiment le football. Une irritabilité diffuse qui apparaît lorsque quelqu'un évoque un jeu. Une impatience qui semble disproportionnée. Et ce ressentiment, c'est un signe. C'est le signe que ce coût social n'a jamais été véritablement pris en compte, il a simplement été avalé. Pouvez-vous identifier s'il y a en vous un ressentiment déguisé en indifférence? Vous n'avez pas besoin de répondre à voix haute. Mais vous devez répondre honnêtement par vous-même. Parce que la différence entre une véritable indifférence et un ressentiment déguisé en indifférence est énorme, et cette différence affecte bien plus que votre relation avec le football. Cela affecte votre rapport à l'appartenance, avec des groupes, avec la possibilité de s'autoriser à appartenir à quelque chose sans avoir à contrôler tous les termes de cette appartenance. Nous arrivons au point le plus important de la vidéo. Cette question que j'ai laissée ouverte il y a longtemps. Avez-vous choisi de ne pas aimer le football, ou le football ne vous a-t-il pas aimé en premier? Maintenant, je vais répondre. Mais la réponse n'est probablement pas celle à laquelle vous vous attendez. La vérité psychologique est la suivante. Pour la plupart des gens qui ne s'intéressent pas au football, les deux choses sont vraies en même temps. Et ce n'est pas une contradiction. C'est la condition humaine. Vous avez probablement une architecture neurologique qui n'a jamais trouvé de plaisir facile dans ce type spécifique de stimulation collective. C'est réel. Ce n'est pas un choix. C'est ainsi que tu as été construit. Et en même temps, à un moment donné de votre vie, à la récréation, en famille, au travail, dans un espace social, vous avez ressenti le prix de ne pas appartenir. Et ce coup a laissé des traces. Et votre identité actuelle, cette indifférence que vous portez, tantôt avec légèreté, tantôt avec une dureté discrète, est la synthèse de ces deux choses. C'est qui vous êtes véritablement,
façonné par l'expérience d'être qui vous êtes dans un monde qui n'a pas toujours de place pour cela. Et qu'en faire? Premièrement, arrêtez de vous justifier. Vous ne devez rien à personne. Vous n'aimez pas le football? Tout va bien. Vous n'avez pas besoin d'une raison élaborée. Il n'est pas nécessaire d'avoir une histoire. Vous n'avez pas besoin d'un diagnostic de personnalité. Ne pas aimer le football au Brésil, au mieux, une particularité. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas une absence de quelque chose d'important. Deuxièmement, examinez le ressentiment. Si vous remarquez que votre indifférence a des bords tranchants, que lorsque quelqu'un parle de football, vous ressentez une irritation qui semble trop grande, cela vaut la peine de vous demander d'où vient cette énergie. Il ne faut pas se blâmer. Pour vous libérer. Parce que lorsque le ressentiment est conscient, il perd de son pouvoir. Quand vous pouvez dire « Je pense qu'une partie de moi est encore bouleversée par cette exclusion d'il y a des décennies », cette partie commence à se calmer. Troisièmement, trouvez votre propre rituel d'appartenance. Car ce que propose le football, l'effervescence collective, le sens de la communauté, l'émotion partagée, l'appartenance à quelque chose de plus grand que soi, ce n'est pas spécifique au football. C'est humain, c'est nécessaire, et il existe sous 1000 formes différentes. Il peut s'agir d'une communauté autour d'une idée, d'un article, pour une cause, d'un jeu, d'un livre, d'une pratique spirituelle, d'un projet collectif. Les gens qui ne s'intéressent pas au football ne sont pas des gens qui n'ont pas besoin d'appartenir au groupe. Ce sont des gens qui doivent trouver leur propre langue pour y accéder. Et certains des liens les plus profonds qui existent sont construits par des personnes qui, précisément parce qu'elles n'ont pas facilement accès à la langue dominante, ont développé leur propre vocabulaire pour créer des liens. Quatrième chose, et c'est la plus importante, ne confondez pas différence et supériorité. C'est le piège qui capture le plus les personnes ayant ce profil. La tentation de transformer la non-appartenance en un marqueur de qui vous êtes meilleur. Le football ne m'intéresse pas parce que j'ai des choses plus importantes à penser. Cette phrase, dite ou non dite, pensée ou ressentie, est une demande d'appartenance déguisée en rejet. C'est une douleur non traitée qui parle plus fort que la véritable identité. Et quand vous pouvez reconnaître cela, quand vous pouvez voir que l'indifférence performative n'est qu'une armure qui a été très utile mais qui n'est plus nécessaire, quelque chose s'ouvre. Vous n'avez plus besoin de vous définir par ce que vous n'aimez pas. Vous pouvez simplement être qui vous êtes, curieux, profond, différent, unique sans que cela doive être une déclaration de guerre contre ce que sont les autres. Et paradoxalement, lorsque vous arrêtez de vous définir en opposition au football, votre relation avec les gens qui aiment le football devient plus légère. Parce que tu n'as plus besoin de prouver quelque chose. Et lorsque vous n'avez plus besoin de prouver quelque chose, vous pouvez simplement être présent. Et la présence réelle est ce qui crée une véritable connexion. Voilà, nous arrivons à la fin. Et je veux terminer avec quelque chose que j'espère que vous retiendrez d'ici. Ne pas aimer le football, dans une culture où le football est presque sacré, n'est pas un défaut. Ce n'est pas un manque. Ce n'est pas quelque chose qui doit être expliqué, justifié ou défendu. C'est simplement l'une des milliers de façons d'être humain. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous pensez du football. C'est ce que l'on fait avec l'expérience d'être différent du groupe qui domine NTE. Il s'agit de savoir si vous transformez cette différence en distance et en ressentiment, ou en profondeur et authenticité. Les gens qui ne se soucient pas du football, quand ils comprennent et acceptent leur propre architecture, quand ils cessent de se justifier et de se comparer, quand ils trouvent leur propre rituel d'appartenance, ces gens développent une qualité de présence très spécifique. Une présence qui n'a pas besoin de validation collective pour exister, qui trouve du sens là où la plupart ne regardent pas. Cela crée des liens basés sur quelque chose de plus difficile à réaliser, et donc de plus précieux qu'une équipe commune. Et c'est peut-être ce que disait, au fond, cette vidéo depuis le début. Il ne s'agit pas de football. Il n'a jamais été question de football. Il s'agit de la façon dont vous vous rapportez à l'expérience d'être vous-même dans un monde qui préfère souvent que vous soyez autre chose. Et ça, c'est une conversation qui vaut chaque minute. Avant de partir, une dernière chose. Dans les commentaires ci-dessous, j'ai une demande simple. Dites-moi, à quel moment avez-vous le plus ressenti le poids de ne pas partager l'enthousiasme collectif? Cela pourrait concerner le football, cela pourrait concerner n'importe quoi.
À quelle époque étiez-vous au milieu de tout le monde et aviez-vous toujours l'impression d'être à l'extérieur? Écrivez-y, parce que deux choses vont se produire. Premièrement, vous ressentirez un réel soulagement lorsque vous mettrez cela en mots. Les neurosciences le confirment. Nommer l'expérience réduit son intensité. Deuxièmement, quelqu'un lira votre commentaire et se sentira moins seul. Et cela a une valeur qu'aucun algorithme ne peut mesurer. Si ce contenu est arrivé d'une manière inattendue, s'il a ouvert une question à laquelle vous continuerez à réfléchir, alors il a atteint son objectif. Et si vous souhaitez poursuivre cette conversation, la chaîne est ici. L'inscription se fait en un clic. Et chaque vidéo que nous publions constitue une couche supplémentaire dans cette exploration de la psychologie du comportement humain. Pas pour vous donner des réponses toutes faites, pour vous aider à vous poser les bonnes questions sur vous-même. Jusqu'à la prochaine vidéo.